la période des 30 Glorieuses, avec la planification, l'aménagement centralisé de la région parisienne. Avant, on avait eu Haussmann, c'était la même chose, encore plus concentrée avec l'annexion des villages. Aujourd'hui, c'est la même question qui se pose parce qu'on entre dans une nouvelle ère de transformation du Grand Paris. Est-ce qu'on peut faire la même chose et de la même manière ? Comment on a fait au moment des 30 Glorieuses ? On a pensé l'image d'une ville idéale avec les villes nouvelles, avec 5 villes nouvelles autour de Paris, toutes reliées par le RER. En réalité, le changement ne s'est pas du tout passé comme ça. On a commencé par le RER A, on a fait quasiment que le RER A d'ailleurs, et donc ça a renforcé les déséquilibres entre l'Est et l'Ouest, entre les gens qui habitent en Seine-et-Marne et qui travaillent à la Défense, et puis les autres villes nouvelles ont été beaucoup plus locales, puisque finalement elles n'ont pas été reliées à Paris. Et donc la question c'est la même aujourd'hui. Est-ce qu'avec le métro du Grand Paris, on imagine la ville idéale avec la rocade et avec la banlieue qui fonctionnerait exactement comme Paris, ou est-ce qu'on raisonne plutôt étape par étape ? Qu'est-ce qui va se passer au sud avec la ligne 15 par laquelle on commence ? Et ensuite, comment ce qui va se passer au sud va changer à l'est, etc. C'est-à-dire comment on est capable de s'affranchir d'une image idéale de la ville et d'une image planifiée de la transformation urbaine. Le Grand Paris, c'est pas seulement la métropole économique mondiale, c'est aussi le Grand Paris des habitants. Et pour comprendre comment vivent les habitants, il faut s'intéresser à leur territoire. On s'aperçoit qu'ils vivent dans ce qu'on appelle des bassins de vie, c'est-à-dire des territoires où ils travaillent, habitent, consomment, sortent le soir, etc. Et puis ils vont à Paris, et puis parfois dans un autre territoire, mais ils ne vivent pas dans toute la métropole. Alors ça, c'est très important parce que ça définit au fond une échelle de proximité. Tous ces territoires ne sont pas aussi bien servis. Quand on habite à Paris, on a tout sous la main et un très bon réseau de transport en commun. Quand on habite loin de Paris, on n'a plus tous ces avantages. Puis une métropole, c'est à la fois ce qui apporte la richesse, mais c'est aussi un lieu d'exclusion. Toutes les métropoles mondiales fabriquent des quartiers d'exclusion. Il faut donc apporter les mêmes services à tous les franciliens. C'est une question d'équité territoriale. Donc, et aussi les doter de réseaux de transport locaux qui existent dans les métropoles de province et qui n'existent pas dans les territoires de l'Île-de-France. Une métropole plus juste et plus solidaire. Pour notre équipe à Berlin, cela signifie l'intensification de toutes les conditions existantes de la métropole. C'est-à-dire penser de reconstruire la ville sur la ville. Cela ne signifie pas forcément de reconstruire du dense sur la ville légère. C'est aussi penser les transports en commun, des biens, mais aussi des personnes, du proche au lointain. C'est rendre visibles et accessibles les grands paysages, les grands parcs, les grandes forêts. C'est leur donner plus de valeur, et notamment plus de valeur d'usage. C'est aussi, en complémentarité des grands hubs économiques, donner plus de chance et plus de valeur aux initiatives économiques locales. En Seine-Saint-Denis, par exemple, là où on a un taux de chômage parmi les plus élevés en France, on a aussi le nombre de créations d'entreprises parmi les plus forts. Une métropole plus juste doit répondre aux enjeux climatiques. Les solutions peuvent être réglementaires, programmatiques ou techniques, mais elles peuvent aussi être envisagées comme des méthodes de travail, des approches. Cela passe par l'allègement des grandes structures et la revalorisation des structures existantes. Concrètement, c'est donner place aux initiatives locales d'autorégulation, intensifier les circuits de proximité et faire appel à l'autonomie et à la vigilance des citoyens individuels. Ici, on est à Stein, dans un très joli quartier qui est au bord du parc. C'est le seul dans tout le parc. C'est une très bonne urbanité, c'est extrêmement sympathique, les gens aiment beaucoup y habiter. Et c'est l'exemple de ce qu'il faudrait faire sur 12 km de tour autour du parc, pour en faire une sorte d'immense parc Monceau, construit, Central Park. On a pris la métaphore de Central Park, et faire à ce moment-là
un lieu attractif, incroyablement, non seulement pour les habitants des 6 communes qui font le tour, mais aussi pour tous les habitants du Grand Paris. C'est un lieu majeur du Grand Paris. Le Havre, c'est Paris. Ça vous surprend ? Ben, c'est pourtant une évidence. Quand on s'occupe des grandes métropoles mondiales, toutes les grandes métropoles mondiales sont portuaires. Pourquoi ? Parce que le flux de la marchandise est essentiel à l'économie. Et donc, là, le dynamisme économique qui est indissociable des grandes métropoles est nécessaire. Donc, le Havre, c'est Paris. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Il faut aussi s'intéresser sur qu'est-ce qui fonde l'ADN d'une grande métropole. Et l'ADN d'une grande métropole, eh bien, pour moi, c'est la vallée de la Seine. La vallée de la Seine aussi parce qu'elle amène les bateaux jusqu'ici, en face de nous, à Gennevilliers, parce qu'aujourd'hui, il y a un seul port, Paris, Rouen-Le Havre, et on passe la douane à Gennevilliers, qui devient la porte du monde de toutes les marchandises. Et puis aussi, il faut bien se dire que cette idée, ça vient d'une phrase que Bonaparte a explicitée en 1802 au Havre. Paris, Rouen-Le Havre, une seule et même ville dont la Seine est la grande rue. Je me suis emparé de cette Seine et de cette situation, et on a travaillé, et aujourd'hui, le projet est en marche. Le projet est en marche, et il faut savoir que pour la COP21, seule la grande échelle permettra d'aboutir aux exigences de la COP21.